Michel, bonjour. Euh, Les larmes de Charlie, 10 ans déjà. Republication augmentée de votre ouvrage ce jour, disponible sur Amazon. Alors, il semble important de préciser que cet ouvrage possède une dimension spécifique de l'événement, à savoir sa gestion émotionnelle et ses conséquences. Vous ne traitez donc pas directement du droit au blasphème, de l'islamisme et autres dimensions possibles de cet événement. Donc, 10 ans déjà, Michel, donc pourquoi cette republication augmentée aujourd'hui? Alors d'abord, bien sûr, il y avait cette date symbolique hein, du dixième anniversaire. Je crois que ce texte n'avait pas eu l'audience qu'il méritait. Euh, et ça m'a permis, comme vous le disiez, de repréciser le projet. Donc j'ai en quelque sorte déterrorisé l'événement, donc toute la partie islamisme, terrorisme, euh, euh, rapport aux valeurs républicaines jugées bafouées par cet événement. Bon, tout ça n'était pas au centre de mon interrogation. Donc, je reprécise dans cette version, comme vous le dites, augmentée, revisitée, un petit peu corrigée au niveau du style. Je reprécise que Charlie, hein, en prenant d'ailleurs comme point de départ plutôt la marche du 11 janvier que l'acte terroriste du 7 et celui du 9 qui a suivi, voilà, je reprécise que Charlie est pour moi un prétexte, alors au sens noble du terme, hein, une opportunité, une occasion d'interroger la dimension émotionnelle et de l'événement et d'une société qui est sous le coup de ce que j'appelle l'émotionnalité, qui a donné naissance d'ailleurs à un système politique dont j'ai retrouvé d'ailleurs l'expression en relisant le texte, d'émotionnalisme. Voilà, nous avons une république émotionnaliste. Voilà la véritable idéologie. Voilà, donc j'ai revisité Charlie, j'ai revisité le Bataclan et j'ai revisité des événements moins extraordinaires, mais tout aussi dramatiques, hein, des accidents aériens, par exemple. Hein, il y en a deux qui se sont produits en 2015. Il y a les accidents ferroviaires, hein, il y a évidemment les assassinats qui donnent lieu donc à toute cette procédure émotionnelle dont je rappelle l'articulation dans ce livre, voilà, en partant notamment des marches blanches, des Et les dépôts, marches blanches, des... effectivement, oui, qui sont l'expression la plus directe de ce phénomène, de ces tsunamis émotionnels jusqu'aux vaguelettes. Mais je veux dire, aujourd'hui, à l'époque, on pouvait parler de tsunami, effectivement, parce que c'était gigantesque. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est une brumisation émotionnelle permanente partout et tout le temps. J'ai un petit exemple qui n'a strictement rien à voir, mais ce matin, j'ai écouté la météo et euh, une inondation quelque part en France, assez grave, était présentée comme euh, que je retrouve euh, jamais vue depuis 14 ans. Voilà. C'est la façon dont cet événement était présenté. Ce qui est vrai, mais on aurait tout aussi bien pu dire euh, ça s'est déjà produit il y a 14 ans. C'est pas la même chose. Et pourtant, c'est la même réalité. Mais on préfère gérer la peur, l'angoisse, là en l'occurrence, l'émotion, il y a différents types d'émotions. Et là, dans tous les domaines médiatiques, culturels, on retrouve cette... Je pense que le ressort me paraît simple, hein. Il faut présentifier l'événement, donc le rendre à chaque fois un événement inédit, en oubliant que ces événements s'inscrivent dans l'histoire. Et quand on fait
la généalogie de l'idéologie émotionnaliste, on retrouve comme point de départ très certain l'affaire Dutroux en 1996, qui a donné lieu d'ailleurs, à ma connaissance, à la première marche blanche, hein, euh, qui ensuite sera suivie systématiquement, hein, comme une sorte de rituel. C'est-à-dire que notre société s'est refabriquée du rituel émotionnel. Hein. La marche blanche, on peut la considérer comme une messe laïque, quelque part, Oui, plus ou moins alors laïque. avec cette particularité qu'on a rajouté non seulement l'émotion pour le fait présent, mais également l'émotion pour le fait passé, qui s'appelle la commémoration. Hmm. Donc, on commémore à tout va. Hein. Une petite anecdote que je rappelle dans le livre, en 2004, je me trouvais à Paris et on fêtait l'anniversaire de la libération. Voilà. En 2002, pardon, c'était en 2002. Voilà. Et je me disais, tiens, c'est curieux, maintenant on fête non pas le 80e ou le 70e, on prend des petits chiffres, hein, donc le 78e, le 75e, etc. Voilà. Donc il y a eu, après cette affaire du trou, un emballement, alors surtout spécifique à la France, un emballement commémoratif. Hein. On passe d'une commémoration à une autre, d'une stèle à une autre, d'une commémoration d'un fait passé à une commémoration d'un temps présent, d'une commémoration portant sur un événement important à un événement un peu plus mineur, et même chose pour les faits qui vont, des faits majeurs qui sont des agressions terroristes faisant 150 victimes en Oui. comptant Charlie et le Bataclan, jusqu'à effectivement Philippines qui se fait tuer près de la porte Dauphine. Voilà. Mais on a ce que j'appelle un emballement émotionnel. Voilà, un Oui, emballement. et de l'émotion au passionnel, il n'y a qu'un pas, et pas de filtre. Oui, bien sûr, bien sûr. Et là, je suis tombé hier par hasard sur le livre La raison dans l'histoire de Hegel, bon, qui évidemment met en polarité antagoniste la raison et les passions. Voilà. Mais je crois qu'on peut aujourd'hui mettre en parallèle, alors discordant, la raison d'un côté, ou ce qu'il en reste, et l'émotion. Voilà. Alors, sans vouloir non plus tomber ouais, je déteste ce terme, mais finalement on en a guère d'autres, dans une réflexion complotiste, mais je veux dire, on peut trouver dans votre livre une réflexion approfondie sur le fait que comment dire, l'émotion, en fait, court-circuite la raison. Et la gestion de l'émotion par les sphères politiques, culturelles, médiatiques, sont une manière de court-circuiter la raison. Voilà, d'ailleurs, ce qui avait permis à Sartre ce propos que j'ai repris en sous-titre dans le livre, hein, esquisse d'une théorie des émotions. Parce que je crois que c'est bien de ça dont il s'agit, hein, à partir de tous ces matériaux commémoratifs présents et passés, hein, on peut, hein, définir une théorie ou une idéologie. En tout cas, bon, pour ce qui est du pouvoir politique, les présidents ou chef de gouvernement montrant l'exemple de l'émotionnalité, hein, on l'a vu avec le crash aérien et autour de François Hollande, toute une cérémonie, donc voilà, presque des cérémonies laïques, hein, Oui, oui, du religieux qui ne dit pas son nom, oui, voilà, oui. du religieux psychologique, pourrait-on dire, hein, psychique. Hein, donc on voit ce que je crois Hegel appelait la nature psychique de l'individu dans toute sa dimension, dans toutes ses extensions, dans toutes ses ramifications. Voilà. Et je pense que ce livre, c'est en quelque sorte, de mon point de vue, une introduction, hein, à cette esquisse d'une théorie des émotions qui mérite évidemment maintenant de se pencher avec un regard plus en profondeur.
Eh bien, moi, j'invite vivement tous nos possibles spectateurs et toutes les personnes qui auront contact avec cette vidéo à retrouver dans ce livre matière à réflexion sur ce sujet qui est, à mon sens, primordial pour décrypter un peu mieux la société, non seulement dans laquelle nous vivons, mais surtout la société dans laquelle on nous dirige. Voilà, et alors Euh, une petite précision, heu, puisque je parlais de Sartre, mon livre, c'est pas L'être et le néant de mémoire, quelques 500 ou 600 pages, hein, c'est un petit livre de 50 pages, voilà, un petit livre de 50 pages à petit prix, 10 €, est voilà, sur disponible Amazon sur Amazon. et disponible sur Amazon. Voilà, ben, bonne lecture à tous, bonne réflexion et, et bonne journée. Bonne journée. À bientôt à tous.